Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un métier qui fait rêver quantité de passionnés de football, c'est-à-dire celui de recruteur ou de scout, vous choisirez l'appellation que vous préférez. Alors il faudrait des livres, des heures et des heures de vidéos, d'invités ou que sais-je encore, pour aborder pleinement la complexité de ce métier-là, qui s'articule évidemment dans l'univers footballistique et l'évolution de celui-ci. Parce que comme vous allez le voir, aujourd'hui le métier de recruteur est un moment clé avec l'arrivée de plus en plus massive de la data. On aura le temps d'en parler en fin de vidéo. Et également, il ne faut pas sous-estimer les différences culturelles, parce que selon les pays, la place du recruteur sera plus importante et son rôle peut aussi évoluer. Alors aujourd'hui, je vous propose une introduction à tout ça, parce que je reçois énormément de mails, oui, j'aimerais faire recruteur, j'aimerais faire scout, comment je peux faire, comment je peux rentrer, les contacts, comment ça marche, etc. Vous avez même aujourd'hui des écoles, il y en a une qui est d'ailleurs tenue par Souleymane Camara, qui est au Red Star, qui avant était à Monaco et à Niort, et Rachid, dont j'ai perdu le nom de famille, qui est recruteur en France pour Liverpool, qui font une formation, etc. On aura le temps également de parler des métiers, enfin des formations, excusez-moi, qui vous préparent au métier du foot, notamment l'EAJF, l'école d'agents, et sa formation élite à quasiment 15 000 €. Et je ne vais pas faire de commentaires, rien que ça, je pense que ça suffit. Et donc vous allez voir, ça aussi c'est important. Mais bref, comme je vous le dis, on passe à une introduction qui se base donc sur tous les entretiens que j'ai pu réaliser avec des recruteurs, que ce soit des recruteurs en pré-formation ou en post-formation, parce qu'il y a aussi ça qui est différent. Tu as des recruteurs spécialisés par exemple pour les jeunes, d'autres c'est pour l'équipe première, donc qu'ils soient de France, d'Angleterre, de Belgique, de Suisse, d'Espagne, d'Uruguay, d'Argentine, d'Italie ou que sais-je encore. Bref, ça se base aussi sur des discussions avec des directeurs de recrutement, des cellules de recrutement, des directeurs sportifs, des présidents, des entraîneurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut avant tout recontextualiser le métier de recruteur dans l'univers footballistique. Parce que qui dit recruteur, pour beaucoup, va dire bah oui, c'est lui qui va voir les joueurs, qui va faire les rapports et qui va dire qu'il faut aller sur tel ou tel joueur. C'est lui donc qui va initier le dossier, qui va être donc le responsable de l'arrivée et des transferts, quelque part. Mais c'est pas du tout ça en fait. Et des fois, le recruteur, c'est en fait, comme je vous dis, les fantasmes qu'on peut avoir. Et la réalité, c'est la frustration pour beaucoup. Parce que, et là on va sortir le tableau, parce que j'ai pas le temps de faire un montage aujourd'hui, parce que mes affaires IT me prennent pas mal de temps. Donc, le premier point vis-à-vis du métier de recruteur, c'est le manque de pouvoir. Et bah oui, on va rappeler la chaîne. Le recruteur, il est tout en bas de l'échelle. Il est tout en bas. Parce que normalement, dans un club professionnel, il est sous le contrôle d'un responsable d'une cellule de recrutement qui lui-même, il peut avoir le responsable de la cellule de recrutement à l'étranger, il peut avoir celle en France, par exemple, pour un club français. Donc, il peut avoir par exemple 2 responsables aussi, ça peut arriver. Mais il sera toujours en dessous dans la hiérarchie. Et même le responsable de la cellule de recrutement, il est en dessous d'un directeur sportif qui lui-même doit cohabiter avec un coach. Donc déjà, son pouvoir décisionnel, il est assez faible de base. C'est quelqu'un qui peut initier des dossiers, en effet, mais il ne peut pas les finaliser. C'est pas lui qui va parler argent, c'est pas lui qui aura le dernier mot à la fin. Alors bien sûr, il faut en plus de ça avoir une bonne entente avec ton directeur sportif et que ce dernier croit dans ses recruteurs. Parce que s'il ne croit pas dans le travail en équipe, dans le travail de recrutement, et qu'il a un ego boursouflé et qu'il dit non, c'est moi qui fais les signatures, pour X raisons, soit pour des questions d'ego, parce qu'il pense que ce joueur sera mieux, parce qu'il veut briller, ou parce que voilà, il a des idées très arrêtées, parce qu'il a des arrangements avec un agent, le recruteur et son pouvoir décisionnel est quasiment nul. Deuxième point, et c'est un truc qui est très étonnant, c'est que le rapport temps de travail vis-à-vis du salaire, c'est ce qui se fait de plus mauvais dans le football. C'est quasiment le job le moins bien payé dans tout le football. Et c'est là où tu te dis qu'il y a un premier problème. Dans le club de football, t'as football. Parce qu'aujourd'hui, les propriétaires l'oublient. On va mettre beaucoup d'argent sur la communication. Soit on va donner l'apparence qu'on travaille, alors que quand tu regardes, il n'y a pas grand-chose. On va donner des fortunes à plein de personnes. Mais le recruteur, il est payé à coup de lance-pierre parfois. Et je parle même pas des divisions inférieures. Ou alors là, parce qu'en fait, le recruteur, c'est souvent le métier du con. Mais du con dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'innocent, le cœur pur, qui va arriver et qui justement va aller voir les matchs, superviser, parce que ça, vraiment il est passionné, il est amoureux de ça. Et donc on va profiter de son amour et de sa candeur pour le payer à coup de lance-pierre. T'as des mecs qui sont payés en ticket resto et allez, on va te payer le déplacement, mais on te donne 0 en national, en 3ème division française. Tu as quand même des budgets. Je parle même pas en N2, N3. T'as des clubs évidemment qui essaient de bien traiter les recruteurs aussi. Mais parfois le recruteur, c'est la place du con. C'est soit on a des anciens joueurs, on sait pas trop où les mettre, on leur met un poste de recruteur, le mec en fout pas trop, bon ça va. Ou soit tu as quelqu'un qui est passionné, qui travaille beaucoup, et c'est une bonne poire à exploiter. Donc si vous voulez, le rapport temps de travail-salaire, il est catastrophique. Avec les intendants, c'est plus ou moins les jobs les moins bien payés. Vous avez des recruteurs de 2ème division en France, ils étaient à 1000 €, temps plein, 1500. Donc c'est également à cause de ça que certains vont vouloir passer agent et tout. Au bout d'un moment, vont dire attends, tous ils gagnent plein d'argent et moi je gagne que dalle. Et tu as aussi la situation familiale. Je m'explique. Tu rentres chez toi,
tu galères, etc. Mais t'es à fond. T'es rarement chez toi aussi. Parce que c'est un métier où t'es très seul. Donc arrive le troisième point, c'est l'usure. Parce que t'as pas un énorme pouvoir. Tu travailles énormément. Tu gagnes pas énormément. Tu rentres chez toi, des fois tes proches, tes enfants, etc. Tu les vois, mais pas tout le temps parce que tu peux être dans plein de pays, etc. Alors certes, quand tu es en Ligue 1, quand même, tu gagnes bien ta vie. Mais tu gagnes pas non plus des fortunes. Tu es très loin d'un salaire d'un directeur sportif, d'un joueur, de commission d'agent et tout ça. Donc des fois, quand tu rentres chez toi, il y a beaucoup de compagnes de recruteurs qui se plaignent en disant attends, mais ils t'apprécient pas, t'es pas payé à ta juste valeur, etc. Donc tu as aussi cette pression familiale, tu as aussi la pression de la solitude parce que, en gros, ton quotidien, c'est quoi? C'est tu pars, tu vas, admettons, en Belgique, tu vas faire le lendemain, tu vas dans le nord de la France, etc. Ensuite, tu peux reprendre un avion ou tu prends le tunnel sous la Manche pour passer en Angleterre. Tu fais des fois 3-4 jours de suite loin de chez toi, dans des hôtels parfois un peu moyens parce que le club ne veut pas trop payer. Tu essaies toujours de réduire les frais. Souvent, tu conduis parce qu'en fait, le club te paye aussi selon les kilomètres que tu as fait. C'est encore autre chose. C'est très, très, très usant. Et encore une fois, tout dépend de tous les paramètres. Si tu as un club où tu n'es pas écouté, tu peux rapidement vriller. Et qui dit vriller, c'est aussi accepter des deals avec des agents. Pousse mon dossier, fais quelque chose, je te donne un billet et tout. Plus tu traites mal tes recruteurs, plus ils seront enclins à essayer de faire de l'argent. Est-ce qu'on peut leur en vouloir quand tu vois l'état de ce milieu-là? Un truc qui est incroyable, c'est que ça se fait un peu à l'étranger, mais en France non, parce qu'en France on est un peu con. Même en Belgique c'est pareil. C'est-à-dire que si tu as un recruteur, tu as permis de gagner de l'argent. C'est lui qui a initié un dossier, c'est lui qui a fait tout le dossier d'un joueur, qui ensuite tu fais une plus-value. Pourquoi tu lui fais pas un chèque? Pourquoi tu lui dis, monsieur, tac, c'est quoi la réaction quand il va rentrer chez lui? Ses enfants, ses parents, sa femme, elle va lui dire quoi? Chérie, il est bien le président. Tu vas paniquer ton président après. Mais en France, non. En France, on veut tout garder pour soi et on exploite les gens. Notamment les bonnes personnes dans le football. C'est ça qui est le plus terrible. Et on arrive au dernier point, c'est la différence culturelle. Et ça, c'est le point le plus important. Le poste de recruteur au Portugal ou en Italie, il est presque sacré. Avec les cellules de recrutement et tout ça. Ça n'empêche pas du micmac. Ça n'empêche pas des... Mais il y a du travail qui est fait. Même Red Bull. Par exemple, Red Bull, leur philosophie. T'inquiète pas que les familles, elles mangent bien. Et que ça met des grosses primes et tout. Mais ils sont combien de recruteurs? T'as des réunions toutes les semaines, etc. Parce qu'à un moment donné, t'as des gens qui vont influencer tout ça. Là, je vous parle de Red Bull, parce qu'ils ont fait ce pari-là, avec notamment Paul Mitchell, qui est le chief scout, qui l'a annoncé à Monaco, qui est un vrai mec de terrain. En Espagne, tu vas trouver des vrais mecs de terrain. En Italie, au Portugal, avec une culture du directeur sportif et de la cellule de recrutement. Ça n'empêche pas les escroqueries et les magouilles, je ne dis pas. Mais l'importance de nos recruteurs, elle est bien plus grande. Et parfois, ils ont aussi des intéressements. Ce qui me paraît logique. Au bout d'un moment, c'est un business. Je veux dire, il y a plein d'argent. C'est normal que le mec qui est à la base de tout ça, il prenne. Comme disait Ibrahimovic. Quand il passait par les kinés et tout ça, il parlait beaucoup, Paris Saint-Germain, au petit personnel. Et il leur disait, nous, on est des Formule 1. Mais si on passe pas au stand voir les mécaniciens, la Formule 1 n'avance pas. Et c'est là où tu vois qu'il avait raison, il avait une vision collective. Il en parlait pour les petits employés, ceux qu'on voit jamais. Cuisiniers, intendants, les kinés et tout ça. Et bah dans le sportif, c'est aussi important le petit recruteur, le superviseur, que le directeur sportif et le coach. Enfin, c'est comme vous allez le voir sur ce graphique, c'est avant tout un travail d'équipe. Et quand je parle de différence culturelle, imaginez qu'en première division belge, la moitié des clubs n'ont pas de recruteurs. La moitié des clubs. Et après, on voit quoi en Belgique? C'est le championnat en Europe occidentale qui dépend le plus de commissions d'agents. Tu as parfois des budgets à 15 à 20% donnés aux commissions d'agents. C'est incroyable. Les autres, c'est on va dire entre 8 et 10. Mais c'est déjà énorme. Normalement, c'est la moitié. Ben oui, parce qu'en fait, c'est un truc qui est culturel. Pourquoi on a besoin du recruteur si je peux faire du business et m'arranger avec les mecs et tout? On n'en a pas besoin. Et donc, il y a aussi, on ne valorise pas trop leur genre recruteur. Moi, je peux faire recruteur, je rate quelques matchs et tout. Alors que c'est pas ça le boulot de recruteur. Et ça, on va y voir sur ce travail d'équipe-là. Un club, normalement, c'est comment? Vous avez un propriétaire de club. Alors, parfois, c'est également le président, mais parfois, il va nommer un président délégué, etc. Donc ça, c'est la hiérarchie. Je vous passe directeur financier, directeur général et tout. On va juste s'intéresser au sportif. D'un côté, vous avez le coach et de l'autre côté, vous avez normalement le directeur sportif. Donc, ce sont des postes distincts. Le coach est là pour entraîner l'équipe, faire progresser les joueurs, etc. Donc, c'est lui qui est responsable du terrain. Sauf qu'il doit travailler de concret avec le directeur sportif, qui lui doit ramener les joueurs dont le coach a besoin selon le profil. Par exemple, vous êtes un coach qui a une philosophie assez offensive, qui aime bien relancer derrière. Il te manque un axial gauche. Tu dis à ton directeur sportif, j'ai besoin d'un mec gaucher, justement, qui a une bonne patte, etc., pour jouer assez haut, donc qui est assez rapide, qui est pas trop lent et tout. Ensuite, dans la logique, le directeur sportif, il dit, ok, donc les deux en parlent, ils se mettent d'accord. Ensuite, tu vois évidemment avec eux, avec le président et le proprio, bon, on a combien? Ok, on a ça. Ensuite, tu donnes le mot à ton responsable de cellule de recrutement, qui ensuite le passe aux recruteurs, qui sont selon les zones. Et donc, c'est tout un travail d'équipe. Le directeur sportif, on a tendance à dire, c'est lui qui a fait ça. Non, il est dépendant du responsable et des recruteurs. Le directeur sportif, son boulot, c'est très rarement d'aller sur le terrain.
Il va parfois valider au final. Mais tout le travail de supervision, il est fait par les petites mains. Donc aujourd'hui, si tu as un coach qui ne s'entend pas avec le directeur sportif, et qui pour faire chier le directeur sportif te dit, le joueur, je vais pas le mettre dans de bonnes conditions, je vais dire non, il peut pas jouer, etc. On va dire putain, le directeur sportif, et donc ça c'est eux, ils ont fait une signature, mais il joue pas. Le mec est pas bon, etc. Tu vas pas le mettre dans les bonnes conditions. D'où la nécessité pour le recruteur d'être entendu par sa direction sportive, par son responsable de recrutement. Donc tu as besoin d'un directeur sportif qui croit dans le travail d'équipe, c'est ce que je vous dis, qui croit en ce système-là et qui arrive à s'entendre avec le coach. C'est pour ça que c'est un job très compliqué. Et la frustration, parce que toi tu es là, tu vois un mec, tu sais que ça va être le bon, tu as fait tout le travail. Le travail de recruteur, c'est quoi? C'est de le voir à l'entraînement, c'est de le voir en match, à domicile, à l'extérieur, sur les matchs avec pression. Comment est sa copine? Qu'est-ce qu'il a les sorties? C'est qui les agents? Est-ce qu'il y a des mecs derrière? Est-ce que le papa il est, la maman, l'éducation, tout ça? C'est quoi sa psychologie? C'est quoi sa personnalité? Est-ce qu'il peut s'intégrer dans un vestiaire? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un leader? Est-ce que lui c'est un leader? C'est tout ça en fait. C'est tout ça. C'est pas uniquement le jour de match. Le métier de recruteur, c'est un métier d'informateur aussi. Un bon recruteur, il a un réseau d'informateurs. Le recruteur, il a aussi ça. Je sais que tel joueur, il peut sortir. J'ai entendu. Si tu veux, c'est tout un travail aussi. Tu débroussailles. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et aujourd'hui, c'est quoi la mode? Il y a deux modes aujourd'hui. La première, c'est ce milieu-là, les agents. Et moi, encore une fois, les agents sont là pour faire leur business et j'ai pas de souci. Quand le business il est bien fait, il n'y a pas de souci. Ce qui n'est pas normal, c'est que quand en France et en Belgique, on est spécialiste et en Suisse, c'est que les présidents, ils veulent recruter. Tu vois pas ça à l'étranger? À l'étranger, donnez-moi le nom du président de Séville. Donnez-moi le nom du président Santander, Eibar. Vous savez pas? Même moi, Eibar, je sais pas le nom du président, là je l'ai pas en tête. Séville, oui, parce que je connais un minimum. Macei, on va dire c'est Monchi. Palerme à l'époque, ah oui, t'avais Zamperini qui jouait un petit peu. Mais un mec comme Rino Foschi, il avait un énorme pouvoir décisionnel aussi en termes de direction sportive. En Italie, t'as la fonction de directeur sportif qui est clé. T'as quelques présidents folkloriques, mais globalement, non. En France et en Belgique, le président, il pense qu'il peut tout faire. Tu le vois ça à tous les niveaux. À Cholet, gentil en plus, Benjamin, il n'y a pas de problème. Il fait coach, il apprend aux attaquants à mettre des reprises de volée, il fait recruteur, il fait tout. C'est un gros problème qu'on a en Belgique, j'en parle pas, en Suisse, j'en parle pas. Et comment ils font, les mecs? Parce qu'ils n'ont pas le temps forcément de regarder, c'est un job à plein temps. Tu passes par les suggestions d'agents et les mecs qui s'entendent bien avec toi. Dans le même temps, des fois, le coach, il a ses agents. Ces agents qui poussent les dossiers aussi, qui vont à l'encontre de tout ça. Ce qui fait que parfois, le métier de recruteur, tu veux faire comment quand de l'autre côté, tu as lui qui travaille avec son propre agent ou des amis à lui parce qu'il est dans le business. Exemple typique, quand je parle de différence culturelle, le poste de manager au Royaume-Uni à l'ancienne, les Redknapp, les Allardyce, les Holloway, tous ces mecs-là font du business avec des agents qui connaissent, tout simplement. Même un mec comme Ferguson, qu'en respect, mais t'as son fils dans tous les dossiers, qui faisait agent. Tu West Ham United, voilà. Ils étaient tous dans le business. Et tous les coachs qui sont passés au UK, ils ont fait quoi après? Ils ont fait du business. Par contre, les mecs au UK, ils avaient quoi? Ils avaient un chief scout, un head scout comme ils disent, ce qui est toujours un poste très important, le responsable du recrutement qui les aidait. Donc il y avait quand même une corrélation sur les anciens. Mais parfois ces mecs-là étaient vérolés comme pas possible et eux-mêmes travaillaient directement avec des agents. Aujourd'hui, tant et si bien que vous avez des directeurs sportifs, passe pas par le cell de recrutement, ils les écoutent pas. Passe par leurs copains, parce que ça croque, ça mange. Oubliez pas un truc, hein. Les agents, on dit les agents. Si au club, t'as pas un mec véreux, ça peut être le directeur général, le coach, le directeur sportif, etc., qui les fait manger, ils mangent pas. Aujourd'hui, les clubs, ils font comment? Ils demandent pas à la cellule de recrutement les rapports, ils demandent aux agents, qu'est-ce que tu me proposes? On recherche un arrière-gauche ou un milieu défensif. La plupart du recrutement, il se passe sur WhatsApp, les gars. Vous cherchez quoi? On a des profils à vous proposer. Ah, j'ai des profils à te proposer. Ok, cherche un arrière-gauche, etc. T'inquiète pas. L'agent, des fois, Thomas, un autre, il n'a pas le joueur. Il va chercher sur Transfermarkt. C'est comme ça que ça se passe. Il va dire à un autre gars, tu n'as pas un arrière-gauche à me proposer? Parce que lui, en plus, les mecs, ils connaissent pas trop le foot. Ils connaissent les grands noms, mais pas vraiment en détail. Ah ouais, je connais ça. Tu vas envoyer ensuite. Donc le mec va renvoyer le profil Transfermarkt à l'agent qui va le renvoyer au directeur sportif. Ah ouais, ok, ça nous intéresse. Ah, mais je veux un mandat. Donc on te fait un mandat, tu vas récupérer entre 5 et 10% de la somme. Sauf que c'est pas toi l'agent du joueur. Donc ensuite tu vas te mettre en contact avec l'agent du joueur. C'est ça le foot aujourd'hui. Et ce métier-là, j'en reviens à ce que je te disais, celui de recruteur, t'es baisé. Parce que si t'as un club qui est vérolé, tu vas servir à rien. Aujourd'hui, tu sers à quoi avec Johan Eudeline, Johan la science influe Eudeline, tu sers à quoi à Marseille? Quand il y a Rudy Garcia, etc. Rien. Il y a plein de clubs, tu sers à rien. Paris Saint-Germain, tu sers à quoi? Rien.
Et plus tu montes, et plus tu sers à rien. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'aujourd'hui, le métier de recruteur, il est surtout utile, peut-être encore à bas niveau, il y a moins de moyens. Et même là, tu as des clubs comme Poitiers, qui ont des accords, etc., avec des agents comme Philippe Nabé. Tu as des agents qui vont récupérer des clubs de N3, donc de 5e division, pour mettre. À la rigueur, ça me gêne pas, c'est du business, etc. Mais c'est pour vous montrer aujourd'hui, la place du recruteur, c'est quoi? Job mal payé, tu ne comptes pas tes heures. Il y en a en plus, c'est un peu un poste qu'on donne, c'est. On va les faire recruteurs, c'est aux anciens joueurs, pour les garder au club, pour dire on les a gardés. Parce qu'il y en a qui en foutent pas une, et ceux qui bossent vraiment, ils sont exploités. Et tu remarques que ceux qui travaillent vraiment avec une cellule de recrutement, bizarrement ça marche. L'exemple de Servette en Suisse, très très bon exemple. Gérard Bonneau, ancien de Lyon, il y avait d'autres personnes et tout. Sauf que Servette n'a pas les moyens de payer bien tout le monde, etc. Mais c'est encore autre chose. Sans remonter, et là il faut une top saison en Suisse. Ça va être encore un euro hasard. Aujourd'hui, tu vas en France, Reims et Strasbourg, c'est pas que ça travaille exceptionnellement bien, hein. C'est juste que ça travaille. Rien que ça, c'est énorme en France. Lyon, club modèle, etc. Ils avaient 3 recruteurs à l'époque, je crois aujourd'hui ils en ont 4. Séville en comparaison, ils en ont quasiment 15. Avec ça, on a tout expliqué, l'importance qu'on donne aux recruteurs. Et ça te montre aussi l'état général de ton foot. Dans les pays francophones, malheureusement, tu as de l'ingérence, tu as des présidents qui veulent faire les transferts, qui s'improvisent, etc. Aujourd'hui, tu as même Gérard Lopez qui veut faire les transferts à la place de tout le monde. Pas uniquement les négocier, mais les joueurs et tout. L'ego nous perdra. Et le poste de recruteur, attention, t'as aussi des salopards, t'as aussi des mecs qui font du micmac et tout. Mais t'as énormément de gens qui viennent dans ce métier-là parce qu'ils croient en ce qu'ils font. Et bizarrement, on va comprendre un truc, c'est que quand on arrête les égos et tout ça, on se rend compte que le coach, il a autant besoin du directeur sportif que lui a besoin d'un responsable cellule de recrutement, qu'il a besoin d'un recruteur. Comme la grande star Zlatan Ibrahimovic a autant besoin d'un intendant que d'un cuisinier, que d'un kiné, que tous les autres, de toutes ces petites mains invisibles qui malheureusement ne sont pas assez mises en valeur. Le foot, faut pas oublier, c'est un travail d'équipe, que ce soit sur le terrain, mais aussi en coulisses. Et malheureusement aujourd'hui, on a tendance à l'individualisme et la starification. C'est comme de faire croire qu'à Angers, c'est Olivier Piqueux qui a ramené tous les grands joueurs. Olivier Piqueux, sans les mecs qu'il avait en dessous, il aurait jamais ramené ça, puisque c'est pas lui qui fait du scouting. Aujourd'hui, tu lis quoi dans la presse? Que c'est Olivier Piqueux qui a fait. Allez, tous ceux qui sont à Angers comprendront, parce que tout le monde sait les joueurs que Piqueux a ramenés, quand c'est lui qui a voulu les ramener et pourquoi il a voulu les ramener. Mais j'en ai assez dit, je vous souhaite une excellente fin de journée, et j'espère parler quand même de choses